Bonjour à tous. Bonjour mesdames, très heureux de vous accueillir. Merci de votre présence et puis je vais tout de suite pouvoir vous laisser votre document et vous allez travailler en duo, je crois, aujourd'hui, hein. Toujours, binôme de choc. Exactement. Binôme de Bo- choc. Enfin, on essaye. Exactement. Bonne conférence à vous deux. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour et bienvenue à tous. Claire et moi, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. C'est toujours sous l'impulsion de la MMJ et en partenariat avec Happyvisio. MMJ a de bonnes idées. Ils ont décidé de vous proposer, de vous aider à relever un challenge, bien préparer sa tête et son corps. Et donc, Claire et moi, on va vous parler de préparation mentale ou de comment créer les conditions de la réussite, que ce soit pour une compétition sportive, pour un concours, pour un événement privé ou professionnel. Tous les outils dont on va parler, il s'agira d'outils qui vont toujours se décliner. Vous allez pouvoir les adapter à l'événement pour lequel vous allez vous préparer, les adapter au contexte dans lequel vous souhaitez vraiment être au top. Donc, on commencera aujourd'hui par vous proposer de bien vous préparer en amont. Vendredi prochain, le 14 avril, même heure, même endroit, on vous dira comment être au top le jour J, cette fois-ci. Et Claire vous accueillera le vendredi suivant, le 21. Ce sera un rendez-vous qui sera tourné sur le partage d'expérience. Claire accueillera Anthony, un homme qui aime relever des défis d'ascension, des défis de dépassement de soi, le genre de défi qui nécessite forcément un petit peu de préparation. Et donc, ce sera très, très inspirant certainement pour nous tous. Je vous propose qu'on démarre sans perdre de temps aujourd'hui. Je vais peut-être vous présenter le programme de la prochaine heure. Hop, je vais débuter en définissant d'abord le périmètre de la préparation mentale, ce que c'est la préparation mentale et ce que ça n'est pas non plus également. Je vous proposerai dans une première partie, je vous parlerai de techniques pour dépolluer le mental, pour pouvoir nettoyer son état d'esprit, son mindset. On parlera des techniques, comment se déprogrammer des anciens schémas obsolètes qui peuvent être un peu limitants. Je poursuivrai en vous présentant des outils de conditionnement, aussi bien physiques, mentaux ou émotionnels, des outils dont vous pourrez vous servir très facilement dans votre préparation, dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui précèdent l'événement que vous souhaitez préparer. Et puis Claire enchaînera ensuite dans une seconde partie pour vous parler de la charge mentale ou comment clarifier ses objectifs et bien gérer les étapes qui conduisent à ces objectifs pour ensuite voir comment renforcer son terrain pour une efficience optimale. Vous ferez le plein de ces bons conseils pour savoir comment il faut alimenter la machine pour être au top physiquement, mentalement et émotionnellement. Alors, on va commencer par les bases. La préparation mentale, les principes, les préalables. Et pour comprendre ce que c'est, je vais commencer par une question. Combien de temps par semaine passez-vous à vous entraîner ou à apprendre? Ça dépend de l'événement sur lequel vous êtes en train de vous projeter. D'abord physiquement, la question à se poser, c'est combien de temps je passe à me préparer physiquement? Si vous préparez une compétition sportive, un marathon, un trail ou peu importe, combien de temps vous passez à stimuler votre corps, à le muscler, à le renforcer? Si vous préparez un concours, une épreuve sur table, enfin bref, un autre type d'événement ou une prise de parole, par exemple. Est-ce que vous faites attention à dormir suffisamment, à avoir des phases de récupération pour être en forme physiquement? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est combien de temps vous passez à vous préparer techniquement? On voit bien dans le sport, on visualise bien qu'un tennisman qui va préparer un tournoi, il va travailler son revers, les footballeurs, ils vont travailler des tirs au but, etc. Un candidat à un concours, il va travailler sur ses procédures, ses process, sur les dates, sur toutes ces choses importantes qu'il a à retenir. Donc sur sa technique, il va travailler à mémoriser sa technique. Sur le plan tactique, pareil, dans un sport collectif, on visualise très bien des joueurs qui vont travailler sur des stratégies de groupe, comment travailler leur passe, le marquage, travailler sur la psychologie de l'adversaire, etc. Là où un candidat à un concours, il va tactiquement réfléchir à comment il va gérer son effort pendant toute la durée de son épreuve. Et la question de combien de temps vous passez mentalement, qu'est-ce que va faire le sportif, qu'est-ce que fait le candidat pour se préparer mentalement à son concours, comment l'athlète ou le candidat conditionne son mental pour à la fois résister au stress, faire face aux difficultés, savoir comment appréhender une baisse d'énergie, un petit coup de mou pendant une épreuve, les difficultés de concentration qu'on peut rencontrer, voilà, naturellement. Donc, on se pose la question parce que généralement, on sait qu'un sportif, par exemple, il va beaucoup travailler sur le physique, la technique et la tactique, mais la part mentale, tous les sportifs n'y pensent pas forcément. Donc, je vais donner un exemple qui va juste aider à bien comprendre la place du mental dans une préparation. En parlant d'une étude qui avait été faite aux États-Unis, il y a une équipe de chercheurs qui a réuni 30 basketteurs et ils ont fait 3 groupes de 10. Le premier groupe, ils leur ont dit, voilà, vous changez rien, vous faites comme d'habitude, vous vous entraînez normalement. Le deuxième groupe, vous allez vous entraîner à tirer des lancers francs pendant 1 heure tous les jours pendant un mois.
systématiquement, pendant 1 heure, ils avaient des lancers francs à faire. Et le troisième groupe, et là on dit voilà, vous allez vous entraîner mentalement uniquement à tirer des lancers francs pendant 1 heure également, tous les jours pendant 1 mois. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a observé que dans le premier groupe qui n'a rien changé à ses habitudes, ben, évidemment, il n'y a rien qui a changé. Ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas régressé, mais il ne s'est rien passé, vu qu'ils n'ont rien changé, c'est plutôt normal. Le deuxième groupe qui s'est entraîné réellement à tirer ses lancers francs, ils ont progressé de 24% sur leur tir. Ils se sont améliorés en termes de performance à hauteur de 24%. Mais là, c'est logique aussi, en s'entraînant techniquement, on sait qu'on va améliorer le geste, on affine sa technique. Jusque-là, vous vous dites, c'est plutôt normal aussi. Et là où c'est super vraiment intéressant, où c'est fabuleux, c'est que le troisième groupe qui s'est entraîné mentalement uniquement, il a progressé de 23%. Ça veut dire que sans toucher le ballon, ils ont quasiment réalisé la même progression que ceux qui avaient vraiment tiré le ballon. C'est vraiment juste en modélisant mentalement la technique, ils ont quasiment autant progressé que le groupe 2 qui avait réellement tiré les ballons. Donc, ça nous dit, ça nous prouve la force de l'entraînement mental, mais on sait bien sûr que ça ne suffit pas. Il faut bien sûr combiner la préparation mentale à toutes les autres préparations. Voilà pour une petite introduction, une petite entrée en matière. La préparation mentale, si on s'interroge sur ce que c'est, pour la définir, on dira que c'est un processus pour développer des habiletés mentales et d'organisation, optimiser la performance personnelle tout en promouvant le plaisir et en favorisant l'atteinte de l'autonomie. C'est la définition qu'on retrouve le plus souvent quand on parle de préparation mentale. Développer des habiletés mentales et d'organisation, je traduirais ça par développer de l'agilité, être agile mentalement, se faire confiance, gérer son stress, être capable de rebondir, de faire du lien, analyser, jouer vite, percuter, action-réaction, et cette capacité à vraiment passer d'une action à une autre. C'est vraiment l'idée d'être conditionné pour être capable d'agir, de réfléchir, d'analyser de façon hyper fluide, comme si chaque action, chaque scénario, il avait déjà été écrit et qu'il y avait déjà une réponse qui avait été pré-encodée dans le mental pour avoir la bonne réponse au bon moment. C'est comme ça que je traduirais cette notion-là dans la préparation mentale. Ensuite, optimiser la performance, je dirais que c'est l'idée d'être capable de mobiliser en soi toutes les ressources à un instant T pour donner le meilleur de soi-même. Si vous regardez une compétition d'athlétisme par exemple, un athlète qui saute à la perche ou une autre discipline qui fait, vous voyez, sur le sprint, sur les courses de vitesse, l'épreuve en elle-même, en général, elle dure peut-être, je sais pas moi, moins de 15 secondes certainement. Mais à chaque passage, l'athlète, il va jouer sa saison. Il se prépare des mois, voire des années. Il peut être bon à l'entraînement, c'est très bien. Mais en fait, c'est seulement pendant ces 15 secondes-là précisément qu'il doit être vraiment à son top niveau. Et optimiser la performance personnelle, c'est être capable de se rassembler, sa tête, son corps, son cœur, vraiment mobiliser son physique, son mental et ses émotions pour fournir la performance la plus optimale, pas 5 minutes avant, pas 5 minutes après, seulement là dans cette petite fenêtre de 15 secondes. Donc à l'échelle d'un concours, voilà, c'est de réussir à rester concentré pendant 2 heures ou pendant 4 heures par exemple. Et enfin, ce qui définit la préparation mentale, promouvoir le plaisir, favoriser l'atteinte de l'autonomie. Si je parle du plaisir d'abord, c'est parce que le plaisir, ça augmente la performance. Pensez simplement aux activités que vous avez tendance à faire par plaisir, les loisirs, les hobbies, les choses qu'on fait par passion, et comparez ces choses-là avec les activités que vous avez toujours tendance à faire en traînant les pattes, les trucs qui vont vite vous saouler, les choses que vous laissez faire aux autres, par exemple. C'est simple et c'est assez, vous allez comprendre facilement ce raisonnement, c'est qu'il y a une théorie qui dit que ce qui génère chez nous du plaisir, de la satisfaction, ça va naturellement forcément renforcer notre motivation, notre engagement. Et si je m'engage plus dans quelque chose, je fournis plus, donc du coup j'améliore mon rendement, j'améliore ma performance. Donc la notion de plaisir est importante dans la préparation mentale. Et pour ce qui est de l'autonomie, c'est l'idée que la performance, elle doit dépendre que de moi. Si je parle du bonheur, si je fais un petit parallèle avec le bonheur, si je vous dis, votre bonheur, il dépend forcément toujours de quelqu'un, des autres, de l'entourage, de l'environnement, vous pourriez avoir une certaine appréhension à l'idée de vous retrouver seul parce que vous vous êtes dit, mince, j'ai mis mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Votre bonheur, il est conditionné à des facteurs extérieurs. Si à l'inverse, je vous dis, votre bonheur, il est inconditionnel, peu importe où vous êtes et avec qui, vous êtes quelqu'un d'accompli, d'heureux, d'épanoui. Vous vous sentez quand même beaucoup plus sécure. Vaut mieux s'en remettre à soi uniquement en matière de bonheur. En matière de performance, c'est un peu pareil. Si vous êtes au top de votre potentiel uniquement parce que la météo elle est bonne, votre entraîneur il est présent, vous avez mis les bonnes chaussettes et puis vous avez vos 15 gris-gris dans vos poches, vous pourriez vous sentir fragile s'il manquait un de ces paramètres. Donc en fait, l'idée dans la prépa mentale, c'est que la performance, elle doit dépendre que de nous. Donc
ça définit ce que c'est que la préparation mentale, ça nous aide à comprendre ce que ça n'est pas du coup. La prépa mentale, c'est pas une méthode magique, c'est pas un truc, voilà, c'est pas des sortilèges et des formules magiques. Ça n'empêche pas d'aller brûler un cierge la veille d'un concours, mais ça fait pas partie du travail de préparation mentale. C'est pas non plus un truc entre un gourou et un disciple. On peut très bien faire ça tout seul, la préparation mentale. C'est pas réservé à des activités à du haut niveau ou réservé à une certaine élite. Ça se décline pour tout le monde et pour toutes sortes de situations. On peut faire une préparation mentale pour un discours, pour une prise de parole, pour un concours, pour une course à pied, même si c'est pas une course importante, peu importe. Et enfin, dernière chose qu'il faut retenir, c'est que ça suffit pas à atteindre ses objectifs. C'est une valeur ajoutée, le truc qui fait la différence. Donc, quand on comprend ce que c'est et ce que ça n'est pas, bah, ça nous aide à comprendre du coup, à identifier les bienfaits d'une bonne préparation mentale. La prépa mentale, pourquoi ça vaut le coup d'investir un petit peu de temps et un petit peu d'énergie dans ce travail, c'est que ça aide à mieux gérer son temps, mieux gérer son stress, pardon. Du coup, si je gère mieux mon stress, je vais mieux appréhender les situations, les scénarios qui pourraient se produire. Ça aide aussi à augmenter la confiance en soi. Donc, si j'ai une meilleure confiance en moi, j'ai une meilleures ondes, une meilleure vibration le jour J. Ça aide à se fixer les bons objectifs. Claire vous parlera bien des objectifs tout à l'heure. Donc, si c'est se fixer des objectifs, c'est aussi se donner les moyens pour les atteindre. Ça aide à accroître l'habileté mentale. C'est l'idée de développer une agilité cognitive, psychosomatique, etc. Ça augmente le niveau de motivation parce que ça renforce le cercle vertueux de satisfaction, plaisir, motivation, etc. Et du coup, si on se prépare pour un événement collectif, en groupe, ça peut aussi aider à augmenter, à développer des qualités de leadership. Si on se prépare en équipe, on peut emmener un collectif au plus haut, être capable de remobiliser des troupes, de générer de la motivation. Ça renforce la cohésion de groupe parce qu'on se sent plus fort ensemble, en plus on s'est préparé tous ensemble. Et ça améliore la communication, que ce soit la communication intrapersonnelle, interpersonnelle, exprimer ce qu'on ressent pour soi, ce qu'on arrive à mieux exprimer pour les autres. Donc voilà tous les bienfaits de la préparation mentale. Avant de démarrer, je dirais que s'il fallait poser des préalables à la préparation mentale, je poserais ces trois grands points-là. L'anticipation. Plus vous anticipez votre préparation, plus vous vous donnez les chances d'optimiser cette performance sur laquelle vous travaillez. Ça ne s'improvise pas la veille pour le lendemain, clairement. On sait qu'en plus, l'humain, il a en général besoin de 3 semaines pour intégrer une nouvelle habitude. Donc, partez du principe, par exemple, que vous allez augmenter considérablement vos chances de faire une bonne prépa et avoir une bonne performance si vous avez plus de 3 semaines devant vous. L'idée, c'est que le travail de la préparation mentale, ça devienne le jour J un réflexe. C'est vraiment ça qu'on cherche. Ensuite, deuxième point central, je trouve, dans une bonne prépa, c'est la concentration. Pour moi, c'est une des fonctions majeures dans une bonne préparation mentale, parce qu'à différents niveaux de la préparation, la concentration, elle est indispensable, que ce soit en amont ou le jour J. Travailler très tôt à restaurer cette capacité, je pense, si vous sentez que c'est quelque chose qui est difficile en général pour vous, la concentration, parce que dans la méthode de la prépa, dans les méthodes en général, de façon générale, la concentration, c'est omniprésent. Ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on travaille souvent. Ça veut dire surtout que si je me concentre sur une seule chose, ça veut dire que je suis capable d'ignorer 1000 autres choses. Si je sais faire focus, si je sais canaliser mes pensées, si je sais me mettre dans ma bulle, c'est possible si j'arrive à faire abstraction vraiment de tout le reste. Donc le travail de concentration, il est quand même très très important. Puis il y a aussi l'idée de la programmation. Il faut se mettre en mode programmation. La préparation mentale, c'est un outil de conditionnement. Si vous êtes persuadé que vous allez vous planter, vous vous programmez à échouer. On parle de prophétie autoréalisatrice. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Si vous vous programmez à l'inverse en vainqueur, en gagnant, en winner, vous vous programmez inconsciemment dans les meilleures conditions. Vous programmez vos gestes, vos actions, vos pensées dans la direction qui favorise la réussite. En fait, vous devenez ce que vous pensez. On entend souvent, c'est souvent chez les sportifs qu'on entend parler de préparation mentale. Je lisais un truc, une publication Facebook, un truc tout bête la semaine dernière, un article qui parlait de Kylian Mbappé qui disait que quand il rentre sur un terrain, il peut y avoir Cristiano Ronaldo, il peut y avoir Messi, il peut y avoir n'importe qui d'autre. Il rentre sur le terrain et il se dit toujours c'est moi le meilleur. Au fond, il dit bien en off qu'il sait très bien que c'est des champions de dingue, que les gars ils ont certainement déjà réalisé des choses encore plus incroyables que lui peut-être. Mais au moment où il rentre sur le terrain, il est conditionné pour être le meilleur. Et du coup, il n'y a plus de doute en fait. Pour lui, toutes ses actions, son mental, son jeu, tout ce qu'il produit, il le produit comme le meilleur. Et du coup, il ne s'autorise pas à se relâcher.
Donc ça résume bien, je pense, son état d'esprit à ce moment-là. Ça traduit bien ce que c'est que d'être en mode programmation, d'être conditionné dans cette direction. Alors, pour pouvoir être comme un Kylian et de pouvoir se conditionner comme un gagnant, comme le meilleur, c'est pas un truc de vantard, hein, de prétentieux, hein, c'est vraiment juste une technique. Il faut commencer par faire le tri dans notre tête. Il faut faire le tri dans notre mental. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Si vous êtes en proie au doute, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne croyez pas en vous, si vous avez peur, hein, peur de rater, peur de décevoir, vous partez d'office avec un handicap. Les pensées parasites, les émotions qui peuvent vous polluer, ça devient des filtres, comme si ça devenait des obstacles à la performance. Donc, première chose à faire, on remet les compteurs à zéro. Remettre les compteurs à zéro, c'est de se dire, c'est pas parce que vous le pensez que c'est vrai. C'est pas parce qu'un scénario s'est déjà produit une fois qu'il va se répéter. Donc il faut remettre les compteurs à zéro au niveau des émotions, au niveau des croyances et au niveau des souvenirs négatifs. Les émotions, par exemple, vous avez peur, vous ressentez du stress. Clairement, c'est ça qui fait que vous allez perdre vos moyens. Ça va brouiller votre concentration, vous allez somatiser vos peurs physiquement, vous allez avoir la nausée, vous allez trembler, vous allez avoir froid, ou bien à l'inverse, vous allez avoir des bouffées de chaleur. Tout ça, ça vient perturber ça vient brouiller votre performance. Les émotions, ce ne sont que des messages, mais ce n'est pas la peine de leur laisser prendre toute la place. Il faut juste identifier l'émotion, chercher à quoi elle renvoie. C'est souvent la peur, souvent le trac par exemple. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mettez des mots dessus pour savoir de quoi vous avez besoin pour vous libérer de cette peur. Parce que le but, c'est d'aider cette émotion à circuler, d'identifier le besoin qu'il y a derrière. On a déjà eu l'occasion de parler dans de précédents webinaires, le rôle des émotions. Le but, c'est qu'il faut que ça circule. C'est pas, le but, c'est que ça s'éternise pas trop longtemps. Ensuite, deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est les croyances limitantes. Ça peut être des croyances qui se sont installées vraiment malgré vous. Vous pouvez avoir toujours entendu des gens dire autour de vous ah, ce truc-là, c'est trop dur, c'est inaccessible, c'est réservé à une élite, etc. Quoi que les autres disent, que les autres pensent, ce sont leurs projections, leurs représentations. À partir de ce que eux pensent, vous pouvez avoir construit des croyances qui sont soit totalement erronées, soit complètement illimitantes. Des croyances qui, à la base, si ce sont celles des autres, ne tiennent pas compte de vos propres capacités, de votre propre motivation, de votre propre détermination. Donc, les croyances limitantes, elles peuvent s'installer malgré nous. Mais il faut avouer que parfois, on a besoin de personnes pour s'installer comme ça des croyances un peu limitantes. Si vous vous êtes dit toute votre vie, oh, je n'oserais pas, ça, je me sens pas capable, j'aurais trop peur d'être ridicule, etc. Ces doutes, ces suppositions, ces a priori, tous ces schémas de pensée, ils ont un seul but, une seule chose en fait, c'est que ça vous invite à ne pas prendre le risque ou d'essayer ou même pas prendre le risque de réussir en fait, tout simplement. Donc, que ça vienne de votre entourage ou que ça vienne de vous-même, que vous les ayez fabriquées vous-même, les croyances limitantes, c'est pas la vérité. Il faut pouvoir les déconstruire à un moment donné. Et enfin, point non négligeable dans la préparation mentale, c'est les souvenirs négatifs ou les souvenirs d'échec. Vous vous dites, j'ai échoué l'année dernière, j'ai peur de rater une deuxième fois. Là, vraiment, je ne supporterai pas de rater encore une fois. J'ai pas su le faire l'an dernier, je ne vois pas comment j'y arriverai cette fois-ci. J'ai fait une course, j'étais KO à la moitié, j'ai trop peur que mon corps lâche encore une fois cette année. Ce qui s'est passé une fois n'a pas vocation à se reproduire. À moins que, pour reprendre pour citer Einstein, il y a un proverbe, une citation qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. Bon, si ce n'est pas votre cas, il faut vous libérer de ce souvenir d'échec. Ça vous rendra disponible pour pouvoir vous programmer dans la réussite, non seulement parce que le frein du souvenir, il n'est plus là, vous l'avez dégagé, mais parce que mentalement, du coup, vous redevenez créatif. D'un seul coup, vous vous êtes enrichi d'une première expérience. Vous allez pouvoir envisager une nouvelle expérience en mode amélioré, tirer des apprentissages plutôt que de porter l'échec comme un fardeau. Et ça change considérablement la donne en termes d'état d'esprit au moment où on se prépare. Donc, pour pouvoir remettre les compteurs à zéro, je vous parle un petit kit d'outils pour faire un peu le reset, la remise à zéro. Ce qu'on efface, c'est pas l'expérience, ça on garde. Mais on efface les inconforts des souvenirs négatifs, par exemple, ou tout simplement tout ce qui mentalement ou
sur le plan émotionnel, pourrait entraver la préparation. Donc pour ça, je vous propose une routine que vous pouvez faire assez tôt dans votre préparation, une routine un peu de décrassage ou de nettoyage. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces exercices parce que sinon on ne va pas avoir le temps, parce que vous allez avoir un lien pour pouvoir utiliser ces ressources de façon très claire en dehors du webinaire. Donc le premier, c'est l'IRTER. C'est l'acronyme de inspiration, rétention, tension, expiration, relâchement. Très clairement, j'inspire pour me mobiliser pleinement, je retiens l'air poumon plein, je vais contracter mon corps de la tête jusqu'aux pieds. Et là, par exemple, je vais imaginer que j'écrase, je vais broyer, je vais réduire les sensations négatives, les symptômes de la peur ou du stress, les pensées parasites. Et puis, je vais expirer, je vais relâcher pour évacuer, expulser, éliminer tout le négatif que j'avais en moi. Je vais reprendre une respiration naturelle, puis je vais attendre quelques secondes, le temps de sentir mon corps qui se libère, qui se relâche. Un peu l'idée de ma tête se vide, mon corps se déleste. Et je vais refaire ça plusieurs fois jusqu'à avoir la sensation très nette, hein, c'est très concret comme ressenti, de soulagement ou d'apaisement. Ça, c'est la premier tips. Deuxième technique, c'est un exercice de relaxation dynamique. C'est le pompage des épaules. C'est un exercice que vous pouvez intégrer dans une routine. Très clairement, ça se fait debout, mais pareil, ce sera très clair sur l'outil qui sera à votre disposition. Vous scannerez un QR code tout à l'heure. Il s'agit tout simplement d'inspirer par le nez. On bloque la respiration, on pompe les épaules comme ça, bras tendus, poings fermés. Et puis ensuite, on souffle comme si on jetait les sacs, comme si on lâchait ce qui nous pèse, ce qui nous encombre, ce qui nous entrave. Et là encore, je prends le temps d'accueillir les sensations dans mon corps qui se libèrent, ma tête qui se vide. Je prends conscience que j'ai le contrôle, que je suis capable de me débarrasser, de me délester de ce qui peut me plomber. Pareil, je le fais plusieurs fois jusqu'à sentir que je me nettoie, je me vide. Troisième petite technique, tout simplement un exercice de respiration. J'inspire en comptant 3, je me mobilise, à ce moment-là je bloque, je me concentre, j'inspire sur 3, je bloque sur 3, et puis ensuite je vais souffler doucement. J'ai mis souffler pendant 6 secondes, mais ça peut être pendant 10, pendant 12, hein, ça dépend de votre capacité respiratoire. Mais c'est surtout que là, sur l'expire, j'imagine, je souffle sur mon souvenir négatif, je souffle sur mon stress, je cherche à éloigner les inconforts, je mets à distance mon échec, je repousse mes émotions négatives, etc., etc. C'est vraiment une respiration qui est très apaisante, qui se fait beaucoup plus facilement que les exercices en mouvement, c'est plus discret, on peut faire ça tout le temps. Ça va agir directement sur le système nerveux, donc ça ralentit vraiment la production de cortisol. Tous les exercices de respiration en général sont très bons pour faire descendre le stress. Donc une simple respiration, ça participe dans votre préparation à vous dépolluer le mental. Et enfin, la dernière technique, c'est une technique que j'appelle le switch. C'est pour s'entraîner à se déprogrammer d'un souvenir d'échec qui est un petit peu envahissant, en transformant l'inconfort et toutes les émotions négatives qui peuvent entourer le souvenir, comme si on cherchait à remplacer le négatif par des sensations positives. Je prends un exemple très simple. Vous avez passé un concours l'année dernière, vous avez paniqué, les mains moites, vous avez perdu vos moyens, transpiration, ventre noué, la page blanche, la cata, ça vous a traumatisé. Seulement, vous vous êtes mis comme objectif qu'il faut repasser cet examen ou ce concours cette année. L'idée de cet exercice, c'est de visualiser le souvenir. On se replonge dedans, sans remuer le couteau dans la plaie, c'est pas le but, juste pour resituer les points bloquants. On visualise le lieu, l'environnement, les inconforts, sans les éveiller trop, évidemment. Et puis ensuite, on va laisser ce souvenir de côté, puis on va se projeter dans une situation qui va amener des sensations complètement différentes. Imaginons si vous êtes resté paralysé, inefficace pendant votre épreuve, vous vous imaginez par exemple, je sais pas, vous vous dites, ben, moi dans mon boulot, dans mon travail au quotidien, j'ai une certaine facilité à traiter mes dossiers, je passe d'un truc à l'autre, je suis focus, je suis d'une grande productivité, j'ai un super rendement, je suis jamais distrait par les bruits ambiants, etc. C'est vraiment quelque chose, là je suis efficace. Et bien vous allez vous concentrer sur ces sensations pour venir substituer le négatif dans votre souvenir, le souvenir d'échec, par toutes les sensations de maîtrise, de contrôle, d'efficacité que vous ressentez à votre poste de travail, au quotidien, tout simplement. Tout doucement, vous allez laisser le souvenir négatif se transformer. Vous allez laisser venir se teinter de cette agilité, de cette concentration que vous avez au quotidien, et vous voir progressivement pendant votre épreuve comme au bureau, comme vous l'êtes au bureau, concentré, focus, efficace, etc. C'est vraiment l'idée avec ce travail de visualisation de switch
de se désensibiliser d'un souvenir en remplaçant les inconforts par du positif. Vous remplacez par exemple le stress par du calme, vous remplacez les tensions par de la détente. Si vous préparez pour une épreuve physique, si l'année dernière vous vous étiez fait mal, vous remplacez la douleur par du relâchement, de la détente, vous remplacez la fatigue par de l'énergie, de la vitalité, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les premières choses à faire, c'est se débarrasser, se désencombrer de tout ce qui peut venir polluer votre préparation mentale, c'est remettre ses compteurs à zéro et les outils du reset, c'est à peu près, c'est des exercices qui sont, ça peut vite se révéler hyper efficace. On peut passer du oh mon Dieu, j'arriverai jamais, ou c'est bon, là je sens que je suis sur la bonne voie, je reprends confiance, je retrouve espoir. Une fois qu'on a bien libéré son corps, sa tête, des freins, des blocages, de toutes les entraves, ça va être le moment de se conditionner. Là, c'est vraiment de se reprogrammer cette fois-ci. Le but de ce conditionnement, c'est d'être dans les conditions, dans les dispositions optimales, celles qui permettent de fournir la meilleure performance possible. Et cette notion de performance optimale, je vais vous la montrer, la faire visualiser sur un schéma. Le schéma de la performance. Sur ce schéma, on voit sur l'abscisse le niveau d'activation, qu'on pourrait aussi appeler le niveau de stimulation. Et sur l'axe des ordonnées, on a le niveau de performance. On comprend à partir de ce schéma que ce qui permet de fournir une performance optimale, ça va être le niveau d'activation ou le niveau de stimulation. Il faudra que ça se soit équilibré. Si je regarde bien le schéma, pas assez de stimulation, ça va se traduire par pas assez de motivation, je ne suis pas très engagée, du coup, je ne vais pas fournir une top performance dans ces conditions-là. À l'inverse, trop de stimulation, ça va se traduire par exemple, trop de sollicitations, trop de stress. Là, à ce moment-là, je me crispe, je vais être plus agitée. Et ça non plus, ce n'est pas les conditions qui favorisent une performance optimale. On voit que là où on fournit la meilleure performance, c'est quand le niveau d'activation ou le niveau de stimulation, il est suffisant pour nous mobiliser, pour bien nous motiver, sans nous faire basculer vers le trop qui nous fait perdre nos moyens. Et ça consiste en fait à trouver ce point d'équilibre qui peut sembler un point un peu subtil, mais c'est justement ça qu'on travaille pendant la prépa mentale pour vraiment être capable d'activer ce point d'équilibre le jour J. Alors, une fois qu'on comprend à partir de ce schéma, ça se travaille, en fait, ce point d'équilibre, il se travaille avec les tops. Les tops, on appelle ça les tops, ça correspond à une abréviation. Ce sont les techniques d'optimisation du potentiel. C'est une méthode qui a été mise au point par l'armée, enfin c'est une des méthodes, il y en a plein d'autres. Une des méthodes qui a été mise au point, celle-ci par l'armée, elle a été mise en place pour préparer les soldats au combat, en fait, pour les aider soit à récupérer à leur retour, soit pour se préparer à aller faire face aux scènes de guerre, soit pour les aider à récupérer à leur retour quand ils ont vu des choses difficiles, par exemple. Ça va être, en fait, ça consiste en tout un tas de postures, des exercices de respiration et de visualisation qui vont faciliter la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça aide à maintenir un bon niveau de vigilance, donc une bonne concentration. Ça favorise aussi la résilience, pouvoir se remettre d'un échec, par exemple. Ça aide à bien récupérer quand quand on a souffert de stress chronique ou si on a souffert d'un stress aigu. Vous voyez, typiquement les stress post-traumatiques, pour le coup, pour les soldats. Donc, ce sont des techniques qui sont très largement inspirées de la sophrologie. Ça a beau être né à l'armée, ces techniques des TOP, techniques d'optimisation du potentiel, ça s'applique en dehors, dans le civil, à toutes sortes de problématiques. On peut s'en servir pour améliorer ses performances ou juste améliorer son bien-être, pour le coup. Mais ça peut servir pour préparer un examen, une course, une compétition, peu importe. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à travailler sur la régulation de notre niveau d'activation. L'idée de cette méthode, c'est de nous aider à être dans la zone de la performance, dans le petit point jaune qu'on a vu en haut de la courbe du U inversé qu'on a vu sur le schéma. Donc ça nous apprend à activer l'énergie, la motivation, l'engagement, l'envie qui nous font monter vers la performance. Et ça aide aussi à réguler les ressentis émotionnels, à canaliser nos pensées pour pouvoir rester focus, pour rester maître de ses ressentis physiques, pas dépenser, gaspiller son énergie inutilement, pouvoir gérer l'effort. Donc en fait, ça donne à cette préparation mentale deux routines possibles, une routine d'activation et une routine de régulation. Tout ça, ça va développer des réflexes pour que le jour J, le jour de l'épreuve, le jour de la compétition ou du concours, vous puissiez sentir cette zone de performance optimale. Je suis ni trop calme, ni trop agité, ni trop distrait, ni trop confus, etc. Donc si je vous présente ces deux routines,
Vous allez dire, mais oui, en effet, mais c'est très simple. Une première routine qui consiste d'abord à, si on prend la routine en premier, celle de l'activation. Si j'ai besoin d'une routine d'activation, ça veut dire que par exemple, je ne suis pas assez stressée. Je peux me retrouver par exemple dans la situation où, si c'est une épreuve sportive, je joue contre un adversaire que je prends un peu à la légère parce que je me dis, bon, il n'a pas un niveau très élevé, je prends le truc un peu à la légère, je n'ai pas vraiment de motivation. Ou alors c'est une épreuve, un concours ou un événement qui me paraît pas très important. J'y vais un peu la fleur au fusil. Je prends l'exemple par exemple, dans le sport, l'histoire a souvent montré comment un petit club au foot, un petit poussé, il peut parfois battre une équipe qui joue en Ligue 1 parce que les petits sont déterminés, eux ils jouent le match de leur vie, et les grands, bah, eux, ils sont un peu blasés, ils y vont la fleur au fusil, puis finissent par se faire surprendre. Bah, typiquement, si j'y vais trop à la cool, bah, je peux finalement me rendre compte que mince, j'ai pas rassemblé les meilleures ressources, j'ai pas fourni l'effort qu'il fallait. Donc pour savoir où est-ce qu'on en est, on commence toujours par une petite météo intérieure. Ça commence par ça. Comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Pareil, pour la routine que je vous décris et celle qui arrive après, vous aurez des ressources, un lien pour retrouver ces ressources. L'idée, c'est de savoir faire un petit diagnostic de mon état, savoir si j'ai besoin de me stimuler ou besoin de me calmer. Dans le cas d'une routine d'activation, j'ai besoin de me stimuler. Donc, je vais faire une respiration dynamisante ou plusieurs respirations dynamisantes. Je vais inspirer profondément et je vais souffler de façon tonique. C'est encore mieux si vous réussissez à associer une image dynamisante à vos cycles de respiration tonique. Par exemple, moi j'aime bien la mer, la côte d'Opale, l'air vif, les embruns, l'air iodé. Je fais mes respirations et je m'imagine les faire sur la plage, par exemple, par un jour de grand vent. Par exemple. Ça, c'est la première chose qu'on fait, respiration dynamisante. Ensuite, je vais faire des étirements. Je vais étirer mes bras, je vais étirer mes jambes, mon buste. L'idée, c'est d'enlever tous les nœuds, toutes les entraves, tout ce qui pourrait amener un peu de délassement pour débarrasser ce qui plombe mon corps, un peu comme si je me sens, voilà, j'ai pas d'énergie, je me sens fatiguée, je me délasse, j'étire mes bras, j'étire mes jambes, mon buste. Vous voyez, je fais un travail d'étirement pour dénouer mon corps. Puis après, je vais faire des rotations toniques, des rotations de la tête, des rotations du cou, je vais faire des rotations des épaules, en arrière, en avant, je vais faire des rotations des bras, par exemple, des rotations du buste. Le but de toutes ces rotations, il faut qu'elles soient toniques, c'est que ça va favoriser la circulation des liquides, en fait, le sang, la lymphe, etc. Ces mouvements de rotation, ils vont favoriser l'énergie, ça va aider à se mobiliser. On fait des rotations dans un sens, dans l'autre, etc. Ensuite, je peux faire quelques flexions, extensions des jambes ou des petits sauts sur place. Encore une fois, vous voyez, comme un footballeur, avant de rentrer dans le terrain, il se secoue un petit peu, il se stimule en quelque sorte. Donc là, c'est pour faire monter un petit peu le cardio aussi, l'idée de faire, d'activer la pompe, se dynamiser. Et puis, dernier point de cette petite routine, je sollicite une image mentale positive, c'est-à-dire une image qui va être dynamisante. Si vous aimez la montagne, les grands espaces, la mer, si vous avez fait le marathon de Paris la semaine dernière et que vous en avez un souvenir de vitalité énorme, voilà, vous retracez cette image. Cette image, c'est votre image ressource. Vous pouvez avoir un petit catalogue mental d'images ressources que vous allez pouvoir faire défiler dans votre tête chaque fois que vous en avez besoin. Avec la visualisation, ce qu'il faut vous dire, c'est que votre cerveau, il ne va pas faire la différence entre l'action qui se passe réellement, l'action qui se passerait réellement et l'action qui se passe dans votre tête. Le système endocrinien, il s'active comme si vous y étiez. Donc, si vous visualisez quelque chose qui procure de l'énergie et de la vitalité, ça va, par exemple, se revoir au marathon et sentir l'énergie que vous aviez dans les jambes, c'est de nature à recréer ces sensations en vous, tout simplement. Donc ça, c'est cette routine d'activation. Je crée cette routine pendant ma préparation mentale. Je la fais souvent, régulièrement, pour que si le jour J j'en ai besoin, je sois capable de l'activer. Si j'ai plutôt besoin de faire redescendre la pression, je vais travailler sur ma routine de régulation. Ça démarre de la même façon. Je fais ma météo intérieure pour identifier de quoi j'ai besoin. Donc là, par exemple, j'ai besoin de faire redescendre l'activité, de faire redescendre, de me canaliser un petit peu. Donc je vais faire plutôt une respiration apaisante. Je vais inspirer profondément et je vais souffler longtemps, je vais souffler doucement par la bouche pour chasser cette agitation. Vous pouvez reprendre d'ailleurs la respiration du reset, hein, ça fonctionne aussi très bien. Vous pouvez là encore associer une image positive relaxante. J'inspire profondément, par exemple, comme si j'étais dans un champ de lavande, et je souffle par la bouche pour éliminer mon stress, par exemple. Ensuite, je vais faire des étirements, mais plus cette fois-ci des assouplissements.
Je vais étirer mes bras, mes jambes, mon buste. Là, c'est enlever encore une fois les nœuds, les entraves, tout ce qui favorise encore une fois le délassement. Mais on va favoriser là des mouvements très lents. Le but, c'est de faire changer de rythme. Alors, je vais faire des étirements, mais je vais ralentir mes mouvements. Je vais faire redescendre le rythme cardiaque. Je vais chercher à ralentir ma respiration. Donc, on va faire des mouvements très doux et beaucoup plus lents. C'est vraiment l'idée de sentir qu'on reprend le contrôle sur son corps. Ensuite, je vais faire des rotations, des mouvements doux ici aussi. Là, les rotations, on va les faire très lentes, très en douceur. L'idée, c'est de changer de rythme, de passer sur un autre rythme. Le but, c'est de se réapproprier le corps, revenir dans la sensation de maîtrise, la sensation de contrôle des gestes pour favoriser cette sensation de contrôle de notre corps. Et puis, on peut faire encore une fois quelques flexions, extensions des jambes. Pas forcément là des petits sauts nécessairement, mais là, juste un peu comme pour les rotations, ressentir son corps, redevenir maître de son corps, sentir, reprendre conscience de son schéma corporel. Et puis, on va terminer aussi pour cette routine par une image mentale positive. Là, ici, quelque chose de calmant, d'apaisant, la montagne, si c'est le calme de la nature, la mer, le bruit des vagues, ce que vous voulez. C'est une image ressource. Vous pouvez avoir un catalogue d'images dynamisantes et un catalogue d'images ressources apaisantes. Vous laissez défiler cette image dans votre tête et puis vous vous laissez tout doucement, simplement prendre par le calme que ça vous procure. Donc ça, c'est 2 routines, activation, régulation, qu'il faut faire pendant sa préparation mentale pour que le jour J, je suis très agitée, ok, j'actionne ma routine de régulation. J'y vais, je sens que je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas la motivation, ok, j'actionne ma routine, activation. C'est vraiment, plus je l'ai fait, plus les outils ont été travaillés en amont, plus ils sont disponibles le jour J, tout simplement. Je vais terminer juste par un point sur deux choses assez significatives de la préparation mentale. C'est un petit focus sur la visualisation. La visualisation, c'est comme on pourrait appeler ça une méditation de visualisation créatrice. Le cerveau ne fait pas la différence, comme je vous le disais, entre ce qu'on imagine et ce qui se passe. Tout se crée 2 fois, une fois dans votre esprit et une fois dans la réalité. C'est vraiment la reine de l'entraînement mental, c'est la visualisation. La visualisation positive, c'est s'imaginer mentalement en train de réussir quelque chose. Le fait de le visualiser, le fait de se voir réussir, ça nous familiarise avec la réussite. C'est l'idée de prendre conscience qu'on est capable. Je reprends un exemple sport, parce que dans le sport, il y a vraiment des exemples très parlants. Federer, par exemple, Roger Federer, il explique ça très bien. Il dit, avant de jouer un match, je me vois jouer chaque point. Typiquement les points que j'ai adaptés à l'adversaire, au style de mon adversaire que j'ai en face de moi. Et ça l'aide à se préparer mentalement. Et quand il arrive sur le terrain, il a limite l'impression d'avoir déjà joué le match. La technique de visualisation, ça peut être très utile aussi d'ailleurs pour un sportif qui est blessé et qui ne peut pas s'entraîner autant qu'il voudrait. C'est réussir à faire naître des images dans son esprit à défaut de pouvoir s'entraîner autant qu'on le voudrait. Donc la visualisation, c'est quelque chose de très important et ça, c'est ce que vous allez retrouver finalement dans les routines, dans les exercices que vous aurez à pouvoir pratiquer. Et puis autre chose capitale, primordiale, c'est l'autosuggestion. On sait que les blocages psychologiques, ça renvoie à des croyances inconscientes qui nous empêchent d'accomplir notre performance. On comprend à ce moment-là, si j'ai compris ça, je comprends qu'il suffit que je vienne inonder mes pensées de phrases positives, des choses qui disent l'inverse, pour enrayer les effets négatifs et casser cet auto-sabotage, en fait, tout simplement. Pour résoudre l'auto-sabotage, il faut travailler sur son discours interne. Le discours interne, c'est toutes les petites pensées, tous les petits mots qu'on a envers soi-même. Il faut remplacer le je vais pas y arriver, le ah non, c'est trop dur, il est plus fort que moi, par je vais donner le maximum, je suis le plus rapide, je suis le plus fort, j'ai confiance en moi, je suis prêt, je suis un gagnant, etc., etc. Vous devez vous comporter comme si vous étiez votre propre coach en fait, en adoptant un discours interne comme celui-là. C'est vraiment d'être toujours positif avec soi-même. Pourquoi? Parce que cette positivité, elle va faire apparaître des pensées positives qui vont générer des ressentis positifs qui vont avoir tendance à déclencher des actions positives. Et là, ça renvoie du coup à notre cercle vertueux qui fait que ça procure de la satisfaction et du plaisir. Du coup, ça renforce la motivation, ça encourage à recommencer. Et là, on est dans une dynamique de guerrier, de gagnant. Tout simplement. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit, je dirais que s'il faut retenir quelque chose, c'est autosuggestion positive, visualisation positive, programmation, anticipation, concentration. C'est vraiment là-dessus que je synthétiserai. Les ressources dont je vous parlais, c'est de pouvoir faire le reset,
La routine d'activation, la routine, faire, activer la motivation, la routine de régulation pour faire redescendre le stress et une visualisation pour se projeter positivement dans l'événement. Et là, le petit QR code, vous l'aurez sur le support que vous pourrez télécharger. C'est le QR code qui vous renvoie vers les outils que vous pourrez utiliser. J'en ai terminé. Je passe la main à Claire. Je respire. Merci beaucoup, Corinne. Du coup, je suis au taquet de ma préparation mentale pour la suite. Alors, du coup, je vais prendre la suite et du coup, ça va vraiment faire du lien avec ce que tu viens de dire, Corinne. Un petit focus, mais je vais aller vite sur cette partie-là, sur la notion de charge mentale. Alors, pourquoi canaliser la charge mentale? Parce que, on l'a vu avec tout ce que Corinne vient déjà d'évoquer, hein, quand on se prépare à un challenge, quand on a une échéance qui arrive, vous l'avez peut-être vécu ou pas, et si ce n'est pas le cas, eh bien, tant mieux. En tout cas, en ce qui me concerne, je vois très bien de quoi il peut s'agir. Souvent, moi, ça arrive à un certain terme avant l'échéance où j'ai d'un coup la sensation, souvent je n'ai pas encore vraiment commencé à me préparer d'ailleurs, où j'ai la sensation que la charge mentale, alors la charge mentale, moi l'image que j'ai, c'est vraiment la cocotte minute qui commence à avoir beaucoup de pression et qui risque de déborder. Et dans ces moments-là, on est complètement débordé par le stress. Et puis surtout, ici, c'est tout est un petit peu figé, on n'arrive plus forcément à réfléchir, etc. Donc l'idée, c'est typiquement en lien avec la gestion du stress, hein, c'est quand on se met un challenge et qu'on perçoit un petit peu cet état-là de tension mentale très forte. On parle beaucoup de charge mentale pour les femmes, mais les hommes ne sont pas épargnés non plus par cette notion de charge mentale. Voilà, je vous propose quelques petites choses à garder à l'esprit pour voir dans quelle mesure ça peut vous aider en fait à faire redescendre un petit peu la pression pour vous remettre en action et en possibilité, en capacité d'avancer dans votre préparation. Alors, ça ne marche pas. Hop. Alors, donc, Corinne le disait tout à l'heure, je vais reparler, mais alors je vais vraiment balayer très rapidement la notion de comment se fixer un objectif vérifié avant même de se lancer à corps perdu dans la préparation, vérifier que l'objectif est OK. Alors, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ça c'est vraiment une grille qui nous est apportée par la PNL, j'en ai déjà pas mal parlé, la programmation neurolinguistique. Je vais juste le rebalayer rapidement parce que alors ça, je vous invite à revisionner si vous n'y avez pas assisté le cycle de webinaire qu'on a fait avec Corinne en avril dernier, de l'année dernière, sur les émotions, et notamment l'épisode sur la confiance en soi où j'expliquais justement que cette confiance, elle se construit sur des expériences de réussite et que pour avoir des expériences de réussite, c'est important de vérifier que les objectifs soient des bons objectifs pour s'assurer qu'ils soient le plus atteignables possible. Donc rapidement, ces critères, c'est un objectif formulé affirmativement. Alors, je rebondis sur ce que Corinne vient juste de dire, sur la notion que le cerveau ne fait pas la distinction, n'entend pas la négation, mais aussi ne fait pas la distinction entre le vécu et le réel et l'imaginaire. Donc le fait de verbaliser déjà une formulation positive, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une forme de projection vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, vérifier un petit peu que la formulation, c'est de la linguistique, hein, PNL, c'est programmation neurolinguistique, mais on se rend vite compte que les mots ont quand même une certaine force et une façon d'atteindre le système nerveux, en fait, notre programmation. Un objectif sous votre responsabilité, ça c'est extrêmement important de le vérifier. Typiquement, si on se met dans le cas d'une préparation pour un concours, par exemple. Un concours, c'est différent d'un examen. C'est-à-dire qu'un examen, ça n'engage que vous. Un concours, ça engage d'autres personnes parce qu'il faut être meilleur que les autres, ou en tout cas faire partie des meilleurs. Donc, si vous vous mettez l'objectif de « je dois réussir le concours », ça paraît compliqué par définition parce que tout n'est pas sous votre entière responsabilité. Donc ça, c'est vraiment à vérifier. Donc l'idée, c'est plutôt de le formuler de la façon suivante. Je veux arriver le jour de l'examen, de concours plutôt, dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en ayant eu le temps en étant en pleine compréhension et capacité des domaines de compétences que je devais préparer, en me sentant reposée, en me sentant en ressources, etc., etc. Ça, c'est OK. Un objectif écologique, le terme a été aussi employé par Corinne juste avant. L'écologie en PNL, c'est vraiment cette notion qu'on va respecter tout ce qui doit être respecté dans tout ce qui constitue notre équilibre. Autrement dit,
il faut poser la question à l'envers. Est-ce que l'objectif que vous êtes posé, est-ce qu'il y aurait des avantages à ne pas l'obtenir, à ne pas le réussir? Ou est-ce qu'il y aurait des inconvénients à atteindre votre objectif? Autrement dit, mais ça dit la même chose, hein. Je vous donne un exemple. Si vous avez, justement, vous prévoyez de passer un concours et que ce concours, dans votre vie professionnelle, ça va vous amener, par exemple, à déménager ou ça va vous amener une charge de travail beaucoup plus importante et que vous avez peur que ça empiète sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale, etc. Et bien voilà, ça veut dire que si vous réussissez ce concours, donc votre objectif, quelque part, dans le fond, c'est pas tout à fait écologique parce que ça va déséquilibrer le reste de votre vie, en fait. Donc ça, c'est important à vérifier. Le contexte précis, ça, c'est simplement être dans une projection, comme Corinne l'a beaucoup dit, hein, se projeter de façon très précise dans l'objectif, c'est-à-dire je serai où, quand, comment, je serai avec qui, etc. Ça, c'est vraiment déjà se projeter dans l'événement. Et l'objectif vérifiable, c'est un petit peu, ça fait la synthèse un petit peu de tout ce qui a été dit avant et des différentes étapes. Et c'est vraiment l'idée que vous pouvez justement vérifier étape par étape jusqu'à aller vers l'objectif et l'atteindre. Et voilà, essayer de voir un petit peu si tout est OK et que voilà, l'objectif est bien clair. Alors ensuite, clarifier les étapes, ça me paraît extrêmement important. Alors ça rejoint aussi les termes, les mots-clés que Corinne a donnés tout à l'heure, la notion d'anticipation. C'est-à-dire qu'effectivement, qui dit préparation mentale dit qu'on n'improvise pas et ça ne se prépare pas au dernier moment. Donc, pour calmer cette potentielle charge mentale et surtout ce stress potentiellement paralysant, moi, je sais que quand j'ai une perspective avec beaucoup d'échéances à un moment donné, si je sais que je vais avoir un gros mois avec plein de choses qui vont s'enchaîner, j'ai ce fameux pic de stress. En général, c'est 3, 4, 5 semaines avant. Et donc, le moment clé où je sais que là, je vais avoir un apaisement, mais vraiment, je le sens en le faisant, c'est le moment où je me dis, OK, je prends mon agenda, je ferme tout ce que je suis en train de faire, je prends mon agenda, je me prends un quart d'heure pour noter précisément et je bloque des moments dans mon agenda pour dire, OK, ça, je le préparais tel jour, de telle heure à telle heure. La veille de telle échéance, par exemple, je me garde 2 heures pour le revoir, me le remettre en mémoire, etc. Et je le mets, mais vraiment noir sur blanc sur mon agenda. À partir de ce moment-là, voilà, moi, je sens intérieurement que je m'apaise parce que j'ai une vision de comment ça va se passer et je sais que, entre guillemets, j'ai le contrôle sur la façon dont je vais pouvoir me préparer. Ça me paraît extrêmement important. Alors donc bien se connaître, je reviens un petit peu en arrière, bien se connaître. Là, on parle d'échéances à la fois sportives, par exemple, ou certains concours, etc. Ça commence par, oui, posez-vous la question de comment vous fonctionnez et quels sont vos besoins. Parce qu'évidemment, il faut s'organiser en fonction de chacun. C'est forcément, derrière préparation mentale, il y a aussi, préparation mentale et physique, il y a aussi la notion d'individualisation. Donc physiquement, quand est-ce que, par rapport à l'épreuve que vous visez, quand est-ce que vous pensez devoir commencer votre entraînement ? Si c'est quelque chose d'intellectuel, d'apprentissage, combien de boucles d'apprentissage vous avez besoin? On n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des gens qui ont une mémoire extraordinaire et d'autres personnes qui vont devoir revoir beaucoup plus souvent les contenus. Combien de boucles? À quel moment aussi vous êtes le plus efficace, le plus efficient? Moi, clairement, je sais que le matin, c'est mon moment d'efficience. Donc, je peux très bien décider de me lever un peu plus tôt et de me consacrer 2 heures pleines avant que mon fils se lève pour être sûr de ne pas être dérangé et d'avoir comme ça 1 heure, 1h30 de travail où je sais que je suis, même s'il est tôt, mais moi je sais que le matin, je vais être vraiment en pleine possession de mes ressources. Le soir, après 19h, ne me demandez pas de tirer, de refaire le monde ou de créer des choses extraordinaires. En général, mon énergie, elle est plutôt descendante. Mais il y a des gens qui fonctionnent exactement à l'inverse. Donc ça, c'est vraiment important évidemment de caler en fonction de ces fonctionnements. Le rétro-planning, ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est prendre l'agenda et puis définir au fur et à mesure votre programme de révision ou d'entraînement. Évidemment, c'est quelque chose, si on parle de plusieurs mois en amont, c'est quelque chose qui va s'adapter, qui va se réaffiner au fur et à mesure. Mais n'empêche qu'il faut, même 6 mois à l'avance, même 1 an à l'avance, se dire, OK, pour telle date, je veux en être là, pour telle date, je veux en être là, etc. etc. Sans oublier, ça a l'air d'être un détail, mais on peut aussi avoir le travers de vouloir en faire trop, et puis arriver complètement sur les rotules une semaine ou quelques jours avant l'échéance. Évidemment, là, on va perdre en efficience. Donc, dans ces plages de prévision, de révision, n'oubliez surtout pas de prévoir des moments de récupération et de ressourcement.
Si vous préparez un concours en dehors de votre temps de travail, voilà, vous avez votre temps de travail habituel, vous avez parfois des métiers qui sont extrêmement engageants et prenants, vous avez probablement une vie familiale, une vie personnelle, des hobbies, du sport, etc. Et il faut rajouter encore après ça des moments de révision. Donc n'oubliez pas de pas trop charger la mule non plus, sinon encore une fois ici ça va remonter et ça va finir par voilà, la cocotte minute va finir par siffler un petit peu. Et vérifier les acquis, ça c'est aussi quelque chose d'important. Surtout, alors en entraînement sportif, c'est assez facile à voir parce qu'on s'entraîne, on voit tout de suite les résultats qu'on a. Quand on apprend quelque chose, voilà, ça peut être un peu piégeux parce qu'on peut se dire, bon, c'est bon, je l'ai revu, je sais, mais comment je sais que je sais? C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand vous êtes dans quelque chose de l'apprentissage pur, il faut vraiment que vous preniez ce temps, une fois que vous avez fait votre apprentissage, etc., prendre ce temps avec moi, enfin, j'allais dire avec une feuille blanche, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un support, un papier, un crayon pour noter au fur et à mesure, mais voilà, dire, OK, sur telle notion, tel chapitre, tel contenu, je pars de rien et je ressors les connaissances. Moi, j'aime bien noter au fur et à mesure pour savoir où j'en suis et un peu guider ma pensée. Et c'est là où vous allez voir, ah mince, ça, je pensais le savoir et en fait, je vois bien que c'est pas clair. Et à ce moment-là, évidemment, on reprend la boucle d'apprentissage pour compléter les choses qui n'ont pas été bien mémorisées. Voilà, bon, je vais vite parce que je veux garder du temps pour cette partie qui me paraît quand même extrêmement importante, de renforcer son terrain, c'est-à-dire que, alors le terrain, c'est typiquement un terme en naturopathie, hein. Le terrain, c'est vraiment les fondations, faire en sorte, autrement dit, autrement défini, en fait, la naturopathie, c'est tout simplement, on parle aussi beaucoup de médecine fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, on essaie de favoriser la physiologie telle qu'elle fonctionne. Le corps, il est quand même incroyable, il sait parfaitement quoi faire et comment le faire. Il faut simplement pouvoir lui donner les moyens de le faire correctement. Donc finalement, le travail d'un naturopathe, ça peut se résumer à ça, hein, c'est d'essayer de remettre en physiologie la personne sur tous les plans. Alors, on va commencer par parler de justement cet apprentissage efficace. C'est pas le tout, évidemment, de s'organiser, de faire des révisions, etc. Il faut aussi que notre système nerveux, qui va du coup là, être très sollicité pendant des moments de révision et d'apprentissage, il faut qu'il soit nourri, qu'il puisse être nourri correctement. Alors, je vais faire quelques focus, ce ne sera pas exhaustif parce qu'on n'a pas assez de temps, mais j'ai choisi les nutriments qui me paraissent essentiels dans ce cadre-là. Le premier, avant tout, c'est le magnésium. C'est probablement le minéral, le micronutriment dont on manque le plus cruellement. Et en même temps, paradoxalement, et c'est dommage, c'est un de ceux qui a le plus de fonctions dans l'organisme. Je l'ai noté ici, il intervient dans plus de 600 réactions. En fait, c'est une moyenne, parce qu'il y a probablement même des choses encore qu'on ignore. Mais voilà, c'est vraiment une brique qui va être essentielle dans plein de petits rouages du corps, plein de synthèse de protéines, de neurotransmetteurs, de choses et d'autres dans toutes les fonctions du corps humain. Donc, il est vraiment extrêmement important. Et on estime, ça se base sur une étude qui a été faite déjà depuis longtemps, on estime, alors pour moi c'est un strict minimum, à 75% les Français qui seraient carencés. Pour moi, clairement, c'est pas 75, c'est 100% des Français. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons, on a beaucoup de mal à trouver des apports suffisants dans l'alimentation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'alimentation, pour plein de raisons, les sols, etc., est extrêmement appauvrie. Et aussi, surtout parce que voilà, on estime les besoins aujourd'hui, les apports journaliers recommandés à 400 mg de magnésium par jour, par personne. En fait, ça, c'est, je pense, un strict minimum. Pourquoi? Parce que 400 mg, ça ne tient pas compte de nos états de stress et d'activité personnelle, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, 400 mg, ça va. Votre corps fonctionne assez avec ça si vous vivez sous les cocotiers, voilà, entre des petites lectures sous le palmier et puis des petits cocktails sirotés dans la piscine. Enfin, en gros, voilà, une vie tranquille, sans stress, sans problématique, sans agression, etc. Quand on est stressé, quand on est surmené, pour plein d'autres raisons, on peut être amené à avoir besoin de 500, 600, 700, 800, 900 mg par jour, ce qui devient quand même assez énorme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle typiquement le cercle vicieux au niveau du magnésium. Plus on est stressé, plus on va perdre, on va avoir une fuite du magnésium qui va se faire. Et plus on est carencé en magnésium, plus on va être vulnérable au stress. Donc forcément, le niveau de stress augmente et on perd encore plus de magnésium. Donc on remonte encore en stress. Donc voilà, typiquement la notion de cercle vicieux. Alors comment on sait qu'on est carencé en magnésium? Alors là, pareil, forcément, comme il a beaucoup de fonctions, il y a plein de symptômes qui sont associés. Donc des symptômes vraiment très généraux comme la fatigue, ça va évidemment beaucoup jouer sur l'humeur et le moral. Donc là, on va avoir une sensation de
voyez, quand on est fatigué, mais qu'on est fatigué énervé, un peu, qu'on se sent un peu comme une pile électrique, on est irritable, on n'a plus de patience, on s'énerve. Ça peut vraiment aller jusqu'à des troubles du moral, hein. Ça peut être dû à des problèmes de magnésium, des états d'anxiété, des pensées vraiment noires, négatives. Le sommeil, bien évidemment, puisque le magnésium, il a vraiment cette fonction de relâchement. On dit qu'il est myorelaxant, donc il participe à la décontraction musculaire. Donc, trouble du sommeil, ça c'est la première chose à vérifier. Surtout les problèmes d'endormissement, mais ça peut aussi jouer sur des réveils nocturnes, des crampes, évidemment. Vous savez, quand on a la petite paupière qui tressaute, voilà. Tout ça, ça peut être des signes. Alors, où est-ce qu'on va le trouver? Là, je vous ai mis une liste, hein, je ne détaille pas tout. Évidemment, le cacao. Alors, un petit mot sur le chocolat noir. Le chocolat noir, oui, si tant est que ça soit du chocolat noir suffisamment cacaoté. Donc, le chocolat noir, oui, minimum 75% de cacao. Les oléagineux, c'est bien connu, les amandes, mais en réalité, tous les oléagineux, hein, les noix, les noix de cajou, noisettes, etc., tout ça, c'est des choses qui vont apporter globalement des minéraux et en particulier du magnésium. Le sarrasin, alors ça, on ne connaît pas trop cette céréale et c'est dommage parce que c'est une céréale qui est vraiment intéressante. Elle contient tous les acides aminés, donc c'est une protéine végétale équilibrée. Elle est sans gluten, donc elle est globalement plus digeste. Mais d'une manière générale, les céréales complètes, c'est le riz, alors au moins semi-complet, riz semi-complet, les pâtes, la semoule, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver en semi-complet ou en complet. Les légumineuses, tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches, pois cassés, etc. Sachez que la chlorophylle, ça on le sait, hein, la chlorophylle qui rend beaucoup de légumes verts, par exemple. Donc les légumes à feuilles vert foncé sont une source intéressante de magnésium parce que la chlorophylle contient du magnésium. Voilà, et d'autres exemples, figues séchées, gingembre et curcuma. Ça, c'est pour les apports alimentaires. Il est clair que très souvent, c'est probablement l'une des choses que je conseille le plus en cabinet, c'est le magnésium. Parce que, voilà, moi la première, j'ai beau avoir une alimentation a priori équilibrée, et très très régulièrement, je fais des cures de magnésium parce que j'en ai besoin. Alors, deuxième focus important, c'est les oméga-3. Ça fait partie de ce qu'on appelle les acides gras insaturés, essentiels. Quand vous avez ce mot en nutrition, ça veut dire tout simplement que le corps n'est pas capable de le synthétiser. Donc, on est obligé de le trouver dans l'alimentation. Alors, les oméga-3, souvent on en a entendu parler, on ne sait pas forcément très bien à quoi ça correspond. Ils ont, comme le magnésium, beaucoup de fonctions. Alors là aussi, c'est paradoxal parce qu'ils sont très rares dans l'alimentation, ils sont très rares et très fragiles, et en même temps, ils ont énormément de choses à faire dans le corps. Alors, je l'ai mis en premier parce que c'est le sujet du jour, c'est le carburant du cerveau. C'est-à-dire que, surtout, si vous voulez avoir une efficience nerveuse mentale, ne limitez surtout pas les graisses dans votre alimentation. Ce serait la plus grande erreur. Après, évidemment, quand je dis graisse, c'est une question d'équilibre et de choix des bonnes graisses. Donc là, on parle principalement des acides gras insaturés. Il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est du gras. Avant toute chose, c'est du gras. Le gras, ça permet de constituer ce qu'on appelle la gaine de myéline autour des neurones. Et c'est ça qui va permettre, c'est ce gras qui va permettre la conduction de l'influx nerveux. Donc c'est ça qui nous rend efficace et pertinent sur le plan mental. Ensuite, je vais vite parce que ce n'est pas le sujet, mais ils sont extrêmement importants pour la santé cardiovasculaire. Donc, si vous avez des problématiques cardiovasculaires, si vous avez des problématiques métaboliques, ce qu'on appelle les dyslipidémies, des problèmes de cholestérol, des problèmes de triglycérides, des problèmes, c'est la grande pandémie et ça ne s'arrange pas, de diabète, tout ça, c'est des choses qui vont être... qui vont amener à vous poser la question de votre statut en oméga-3. Donc, vous ne ferez pas d'erreur à augmenter votre niveau d'oméga-3. Et évidemment, l'action anti-inflammatoire, ça, je m'y arrête aussi parce que pour les sportifs, ça, c'est un vrai sujet. L'activité physique intensive, c'est comme tout, elle va beaucoup solliciter l'organisme, donc c'est important de limiter en fait l'impact inflammatoire que va avoir l'activité physique intense. Et donc ces oméga-3 vont nous permettre, alors là je parle des oméga-3 de fin de chaîne, parce qu'en réalité il y en a plusieurs des oméga-3, ce qu'on appelle les EPA et les DHA, qu'on trouve uniquement dans les poissons gras, eux vont permettre de fabriquer ce qu'on appelle des prostaglandines anti-inflammatoires, et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer cette inflammation pour qu'elle reste à un niveau tolérable. Dans l'alimentation, je vous l'ai mis, les poissons gras avant tout, les petits poissons gras de préférence, sardines, maquereaux, harengs, etc. Pourquoi ? Parce que c'est les petits poissons, ils sont en début de chaîne alimentaire, donc forcément, ils seront moins pollués par les métaux lourds. Donc les gros poissons, saumon, thon par exemple, oui, ils contiennent des oméga-3, mais ils contiennent aussi au passage beaucoup beaucoup de métaux lourds qui se seront concentrés au fur et à mesure de la chaîne alimentaire.
Donc poisson gras, sardines, maquereaux, 2 à 3 fois par jour sans problème. Et tous les jours, des huiles végétales de première pression à froid, vraiment vérifier, il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Si ça n'est pas de première pression à froid, les oméga 3, autant vous dire qu'il n'y en a plus, parce qu'ils sont très vite oxydés à la chaleur et à la lumière. Donc je vous ai mis certaines huiles, vous pouvez les trouver. Attention, lin et cameline, c'est des huiles que vous trouvez en magasin bio. Très, très, très riche, très concentré en oméga 3 et donc très fragile. Donc, une fois que vous avez ouvert la bouteille, souvent c'est des petites bouteilles opaques, une fois que c'est ouvert, toutes ces huiles-là, c'est au frigo absolument. Et lin et cameline, il faut les consommer absolument dans les 3 à 4 semaines maximum. Voilà pour les oméga 3. Alors ensuite, quelques focus sur les neurotransmetteurs. Pourquoi ? Parce que alors, ces neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, c'est quoi ? C'est vraiment les messagers qui vont donner des informations entre les neurones. C'est passionnant quand on commence à se plonger dans la chimie et le fonctionnement des neurotransmetteurs. Alors là, j'en ai choisi 2, la dopamine et l'acétylcholine, puisque c'est 2 neurotransmetteurs qui vont avoir du sens par rapport à la préparation mentale. La dopamine, la motivation, Corinne en a aussi pas mal parlé dans la première partie, la motivation, elle est liée, pas que, bien sûr, on n'est pas que de la chimie, fort heureusement, mais on en est quand même, la motivation, elle est liée à la dopamine. Donc la dopamine, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est notre mise en route, c'est le starter, c'est le démarreur, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en énergie, c'est ce qui nous permet d'avoir envie, d'avoir des projets, on se sent avec de l'allant, on a de la motivation, c'est aussi un neurotransmetteur du moral, de la bonne humeur. Voilà, donc ça, évidemment, c'est tout à fait logique qu'on sécrète la dopamine le matin, pour la mise en route de notre énergie. Et donc ça, un focus que je vous donne en termes de nutrition, c'est que, alors ça c'est ce qu'on appelle la chrononutrition, c'est manger ce qu'il faut au bon moment en fonction de nos sécrétions hormonales et enzymatiques notamment. Donc le petit déjeuner, il doit apporter absolument des protéines et des acides gras. C'est vraiment le moment où on peut avoir notamment des acides gras saturés. Donc manger du beurre le matin, c'est tout à fait indiqué. Et il faut que vous ayez des protéines. Donc, s'il y a une protéine idéale au petit déjeuner, clairement, c'est l'œuf. De préférence, l'œuf à la coque ou au plat pour ne pas dénaturer certaines choses qui se trouvent dans le jaune. Donc, si vous mangez un œuf au plat et à la coque tous les matins, ça ne pose aucun problème. Et encore moins si vous faites du cholestérol, si jamais c'est une question que vous pouviez vous poser. Bien au contraire, dans l'œuf, vous allez avoir tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin pour commencer sa journée et fabriquer ce qu'on a à fabriquer. Alors, je vous ai mis d'autres exemples, des protéines animales, ça peut être aussi du fromage de chèvre, de brebis. Vous allez trouver aussi un petit peu de protéines dans les oléagineux. L'avocat, ça peut être tout à fait pertinent le matin également. Un petit mot rapide aussi sur 2 pièges qui pourraient vous donner la sensation un petit peu d'avoir de la dopamine, mais qui en réalité ne font pas le boulot, c'est-à-dire l'excès de café. Alors pour ça, je précise l'excès de café, parce que le café, il n'y a pas de raison de le diaboliser, c'est pas nécessaire, mais l'excès de café et le sucre, qui peut, j'entends quand même assez souvent des gens me dire, bah oui, je prends, quand dans l'après-midi, j'ai un petit coup de fatigue et je prends un petit peu de sucre, ou le matin, et j'ai l'impression que ça me redonne un petit peu de l'énergie. En fait, c'est plutôt un faux ami, là, effectivement, un faux dopant, comme je l'ai mis là. Ça va mimer, en fait, un petit peu l'action dopaminergique, sauf que c'est quand même à mettre en parallèle avec l'action d'une drogue. C'est-à-dire qu'il y a des drogues qui ont une action dopaminergique, en fait. Il y a des drogues qui nous stimulent, etc. Le problème de ça, c'est que c'est un faux effet dopaminergique. C'est-à-dire que c'est ce qui explique aussi la dépendance et le fait qu'on a besoin de plus en plus de quantité. C'est qu'en fait, ça donne au cerveau l'idée qu'il y a de la dopamine, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc, en fait, ça baisse aussi la synthèse naturelle de dopamine de l'organisme. Donc, à terme, on en a de moins en moins et on a de plus en plus besoin de pseudo-aidants pour tenir. Donc ça, on limite. Ce n'est pas la meilleure façon de stimuler sa dopamine. Deuxième neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Alors là, l'acétylcholine, j'aime beaucoup l'image parce que je trouve que c'est exactement ça. C'est à la fois cette notion de créativité et puis vraiment la capacité, on va dire, cérébrale. C'est vraiment le neurotransmetteur de la concentration, de l'efficience intellectuelle, de la mémorisation, de l'apprentissage. Donc ça, c'est clair que quand on se prépare à une séance de révision, à un challenge, etc., c'est important d'avoir une acétylcholine qui soit vraiment vive et suffisamment sécrétée. Donc j'en reviens, alors évidemment dans acétylcholine, il y a choline. Donc en nutrition, il y a des aliments qui vont être riches en choline. Et le premier aliment, je vous le donne en mille, qui contient de la choline, c'est l'œuf. Une raison encore supplémentaire de manger un œuf le matin.
On en trouve surtout dans les produits animaux, la choline, donc vigilance pour les personnes qui suivraient un régime végétarien ou encore plus un régime végétalien. Vérifiez que vous ne seriez pas en carence de choline. Et un focus aussi, encore une fois, sur l'oméga 3, en particulier le DHA, donc ça c'est celui qu'on trouve dans les poissons gras et dans une sorte d'algue, mais ça on le trouve qu'en complément alimentaire. Le DHA qui va vraiment, vraiment nourrir le système nerveux, principalement. En phyto, rapidement, 2 plantes qui peuvent être intéressantes. Alors la première, la Bacopa monnieri, c'est une plante qui est très utilisée en Ayurveda. Alors là, je l'ai mise ici parce qu'elle est surtout connue pour favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Donc ça, c'est une plante que je vais très très facilement conseiller à des étudiants, par exemple, qui passent des concours, ou à toute personne qui a une échéance de concours, par exemple, ou d'examen. C'est aussi une plante qui est GABAergique. Alors ça veut dire qu'elle stimule la production de GABA. Ça, c'est un autre neurotransmetteur. Le GABA, c'est vraiment c'est ce qui vous rend relax. Alors, en général, on est rarement en excès de GABA. Mais voilà, donc typiquement, la Bacopa, ça va aussi être une plante, la plante du trac, la plante des peurs, de l'anxiété, etc. Ça, typiquement, elle va aussi pouvoir, donc là, on fait d'une pierre deux coups, hein, on favorise la mémorisation et on agit également sur le trac et l'anxiété. Le ginkgo biloba, très très grande plante en phyto, je vous la nomme ici. Alors attention, hein, toutes ces plantes-là, c'est pas utilisé n'importe comment. Surtout le ginkgo, c'est une plante qui améliore la circulation, donc il y a des contre-indications importantes à vérifier, notamment si vous êtes sous traitement, certains traitements médicamenteux. Mais ce qui est intéressant avec le ginkgo, c'est que c'est pas le cas de toutes les plantes qui agissent sur la circulation, c'est qu'elle va vraiment agir sur la microcirculation, et notamment la microcirculation cérébrale. Vous savez que dans le cerveau, c'est vraiment des tout petits capillaires, et donc c'est une des rares plantes qui va vraiment permettre de stimuler cette circulation, donc forcément améliorer l'efficience mentale. Alors, des petits tips aussi, comme tu disais Corinne, en aromathérapie cette fois, donc les huiles essentielles, c'est une des branches de la phyto, hein. Rapidement, ça c'est pareil, j'en ai parlé sur le webinaire sur la confiance. Grande huile essentielle de la confiance en soi, c'est le laurier noble. Donc ça, c'est des choses que je vous propose, hein, plutôt en olfaction. Donc olfaction, vous avez simplement l'huile essentielle que vous avez sur votre bureau et vous pouvez simplement, là c'est de l'amande poivrée. J'en ai sniffé un petit peu tout à l'heure avant de commencer pour avoir un petit coup de mise en énergie. Donc le laurier noble, bah voilà, ça c'est facile à retenir, la couronne de laurier, hein, c'est la couronne de la victoire, etc. Donc là, on agit sur l'émotion et sur vraiment la sensation de vous mettre en ressources et en confiance. La concentration, c'est un des mots-clés aussi que Corinne a relevé, qui me paraît effectivement fondamental. La concentration, là, on est sur le romarin à cinéole. Donc attention, romarin à cinéole, tous les mots sont importants. Vous avez d'autres sortes de romarin qui n'auront pas du tout les mêmes effets thérapeutiques. Là, on est sur une huile essentielle qui va spécifiquement améliorer la mémorisation et l'apprentissage. Ça a été prouvé, hein, des études qui ont été faites là-dessus. Donc là, typiquement aussi, pendant une séance de révision ou après, à terme, le jour de l'examen, hein, c'est vraiment pour vous mettre en efficience intellectuelle. Et l'amande poivrée, je vous en ai parlé à l'instant. Moi, ça fait partie des huiles essentielles que j'ai toujours dans mon sac parce qu'elle est polyvalente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de toxicité. Attention, ça contient des cétones qui sont neurotoxiques, donc surtout pas pour les femmes enceintes, par exemple, et d'autres contre-indications, donc ça, il faut bien vérifier. L'amande poivrée, c'est vraiment le coup de fouet physique et mental. C'est vraiment les deux à la fois. Donc, c'est à la fois, bah voilà, vous devez réviser, vous remettre en apprentissage avant le repas du midi et vous avez un manque d'énergie et voilà, ça va vous retonifier et vous remettre en capacité. Et aussi, coup de fouet mental, voilà, de toute façon, on le sent, hein, ça donne du froid, j'en reparlerai tout à l'heure pour la récupération. Il y a un effet froid, donc c'est, voilà, au niveau de la tête, moi je trouve que si on en met un tout petit peu ici sur les tempes, bien haut, bien loin des yeux, il y a un effet frais, et donc ça, voilà, je trouve que ça donne une notion de clarté un petit peu mentale. Alors, la nutrition du sportif. Quelques mots rapides là-dessus, parce que voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, sachez que, alors, je trouve que ces dernières années, on en parle beaucoup plus de la nutrition du sportif. Il y a des grands sportifs aussi qui suivent des régimes bien spécifiques, et on voit bien que ça n'altère pas, bien au contraire, leur performance. Alors, les grandes règles, d'abord sur les glucides. Alors, les glucides, c'est ce qu'on appelle des fois, globalement, les féculents. Premier réflexe, on limite absolument les féculents blancs, hein, le mythe de il faut manger une grosse assiette de pâtes
Avant une épreuve, bon, c'est un peu discutable, hein, parce qu'en réalité, une pâte blanche, c'est quoi? C'est que de l'amidon, et l'amidon, c'est du glucose. Donc je dis pas qu'il en faut pas du glucose, c'est ce qui fait fonctionner nos cellules, mais c'est un petit peu limité. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur du blanc, on a enlevé toutes les enveloppes qui entourent la céréale, dans lesquelles on trouve quand même beaucoup de fibres, de minéraux, de vitamines, des protéines aussi de bonne qualité, etc. Dès que vous êtes sur du complet ou semi-complet, achetez absolument, s'il vous plaît, du bio. Pourquoi? Parce que les pesticides se concentrent aussi dans les enveloppes. La notion de diversification aussi, hein, ça c'est une grande règle en nutrition qui, déjà si vous avez ça à l'esprit, globalement vous avez travaillé sur plein de choses. La diversification, c'est-à-dire que les féculents, ça ne se résume pas à pâtes, riz, pommes de terre, c'est quand même dommage. Il y a plein de céréales, je parlais du sarrasin tout à l'heure, le quinoa, le millet, c'est pas forcément des céréales qu'on connaît bien, mais elles sont vraiment intéressantes parce que peu raffinées et elles apportent chacune des micronutriments différents. Sur les graisses, j'en parlais tout à l'heure. Alors oui, les oméga 3 sont ultra importants pour la réaction anti-inflammatoire. Ça aussi, il y a plein d'études qui ont été réalisées sur la performance sportive, sur la récupération, etc. On sait bien leur rôle clé dans la santé cardiovasculaire. Donc les sportifs, c'est quand même un système qui est fort sollicité. Donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment d'être très qualitatif sur le choix des huiles. Plus d'acides gras saturés plus d'insaturés que de saturés. L'huile d'olive absolument tout le temps, à tous les repas. En cuisson, c'est l'huile d'olive. Et puis les huiles oméga 3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors les protéines, il y a beaucoup de mythes aussi. Alors, je fais du sport, il faut que je triple mon apport en protéines. Non. Trop de protéines, ça acidifie énormément l'organisme. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas en manger en excès. Oui, certes, les besoins sont parfois un peu augmentés, donc il faut y être vigilant, mais il faut surtout être vigilant, encore une fois, à la qualité des protéines. Donc la viande rouge, qui est extrêmement acidifiante, un peu 1 à 2 fois par semaine, c'est tout. Des viandes blanches, des poissons, les petits poissons gras dont on parlait tout à l'heure, et ne pas oublier les protéines végétales. Quand on dit protéines, ça ne veut pas dire forcément protéines animales. On trouve des protéines dans les végétaux. Les légumineuses sont une très bonne source de protéines. Le quinoa, le sarrasin dont je parlais tout à l'heure, très bon aussi. J'ai mis les algues aussi parce qu'alors là, en général, on n'y pense pas du tout. Les algues, c'est un super, super aliment qui contient tous les acides aminés essentiels, donc source de protéines équilibrées, et qui contient plein de minéraux. Les légumes, bon, ça, en général, on le sait. En termes de proportion, il faut que ça représente la moitié de l'assiette. Et pensez à mettre de la couleur. La couleur, c'est ce qui va apporter les antioxydants. Donc plus il y a de couleur dans votre assiette, plus vous assurez un apport d'antioxydants de toutes les différentes familles. L'hydratation, ça j'en parle aussi parce que paradoxalement, on se rend compte que, je vous ai mis un chiffre, 80% des sportifs ne sont pas suffisamment hydratés. Donc ça, on le sait, que ça pose des vrais problèmes au niveau de la performance, associés à beaucoup plus évidemment de risques de blessures, plus de douleurs. L'eau, il faut vraiment bien imaginer que c'est ce qui va permettre d'emporter les déchets. Donc quand on s'entraîne, alors, on génère des déchets tout le temps, mais quand on fait du sport de haut niveau, il y a énormément d'acides qui sont générés en fait, et ces acides-là, pour être éliminés, ils ont besoin d'être emportés par l'eau. Donc, la qualité de l'eau, encore une fois, quand vous vous entraînez, oui, des eaux riches en sodium, parce qu'on sait qu'elles vont permettre de retenir l'eau, donc éviter la déshydratation. Par contre, au quotidien, exactement l'inverse, c'est-à-dire des eaux peu minéralisées. Donc ça, il faut regarder. Sur une bouteille d'eau, vous avez toujours un petit détail. Donc vous regardez ce qu'on appelle le résidu à sec, où là j'ai par exemple sur la Volvic, teneur totale en sels minéraux à 180 degrés. Vous avez un chiffre, là la Volvic c'est 130. Ça, c'est une eau peu minéralisée. À l'inverse, la Vittel, par exemple, ça doit dépasser les 1000 pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc au quotidien, plutôt des eaux peu minéralisées pour vraiment, vraiment qu'elles emportent un maximum de déchets. Donc si on se résume, l'alimentation, elle doit être alcalinisante. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique dont je parlais juste avant. Il y a plein de choses qui vont générer beaucoup d'acide. L'exercice sportif intense, le stress est très acidifiant, etc. Donc l'idée, c'est que l'alimentation va vraiment être un levier hyper important pour remettre en équilibre cette notion-là et apporter ce qu'on appelle des bases qui vont permettre de tamponner en fait tous ces acides qui vont être produits. Reminéralisante, donc ça, toutes les choses que je vous ai proposées, le semi-complet, les légumineuses, les oléagineux, les graines, tout ça c'est des choses, les algues, tous ces aliments-là, on pourrait tous les qualifier de super aliments parce qu'ils vont vous apporter énormément de minéraux.
Et antioxydantes, ça je vous en parlais tout à l'heure, les antioxydants, c'est la couleur. Donc il faut absolument que vos assiettes soient colorées. Déjà, c'est plus joli, on a plus envie de manger. Et c'est ce qui va vous garantir des apports en antioxydants vraiment très, très larges. Pour terminer, quelques mots sur la récupération après l'entraînement, parce que c'est pas le tout d'avoir été au taquet, efficient, d'avoir fait une super séance d'entraînement. L'idée, c'est après de prendre un temps de récupération qui va être important, notamment la récupération musculaire, hein, bien sûr, ça fait partie de la fonction qui va être fort sollicitée, très sollicitée pendant les entraînements. Donc je ne reviens pas sur l'importance du magnésium. Là, évidemment, le magnésium pour la récupération et la santé musculaire, c'est le b.a.-ba, donc tout sportif devrait prendre très, très régulièrement des cures de magnésium. Et je vous ai mis une synergie en aromathérapie. Alors, j'en parle tout de suite. L'aromathérapie, c'est un super outil. Par contre, prudence, parce qu'il y a énormément de choses à vérifier. Toutes les huiles essentielles, vous vérifiez leurs contre-indications, vous vérifiez que vous n'avez pas de réaction allergique, etc. Je vais vite parce que je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais vous demandez, si vous ne connaissez pas du tout, vous demandez conseil à quelqu'un qui est formé en aromathérapie. La synergie que je vous propose, Golteri, c'est l'huile essentielle par définition anti-inflammatoire plus. C'est le côté camphré qui va apporter cette vertu-là. Eucalyptus citronné, donc Golteri, elle toute seule, elle pourrait faire le boulot. Eucalyptus citronné, c'est pareil, elle toute seule, elle peut aussi faire le boulot. Elle est antalgique, comme je vous l'ai indiqué, mais elle est aussi anti-inflammatoire, donc je trouve qu'elle fait, elle fait très bien l'affaire. J'ai une préférence parce que je préfère l'odeur, personnellement, mais ça n'engage que moi. Et ma fameuse menthe poivrée dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui ici peut avoir un autre intérêt pour son effet. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une huile essentielle qui va refroidir. Donc, on sait bien que l'effet glaçon peut avoir un effet antalgique. Voilà, donc dans ce cadre-là, elle peut tout à fait être intéressante pour voilà, les muscles un peu trop échauffés qui ont besoin un petit peu de redescendre en température. Voilà pour cette synergie. Ah ben voilà, je pensais que j'avais encore une slide, mais non, c'était la dernière. J'ai été un petit peu vite, je vois tout de suite une question qui a été posée sur le magnésium. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le magnésium. Quel type de magnésium faut-il privilégier? Alors effectivement, vous n'allez jamais trouver le magnésium tout seul comme ça dans un complément. Il est toujours associé à ce qu'on appelle un transporteur, et c'est ce transporteur qui va finalement être plus ou moins assimilé. Ça, c'est la notion de ce qu'on appelle la biodisponibilité de ce qu'on peut trouver dans l'alimentation et en complément. Alors, aujourd'hui, on a des magnésiums qu'on dit de 3e génération. Donc là, il faut regarder précisément sur les compléments. Les deux formes qui sont connues pour être les mieux assimilées, c'est le bisglycinate de magnésium et le glycérophosphate de magnésium. Là, il faut aller regarder dans la composition. Si vous avez les deux à la fois, c'est très bien. On a aussi parfois du citrate de magnésium. Le citrate, il est plutôt bien assimilé. Après, moi, je remarque, en tout cas, chez certaines personnes, globalement, ça se passe bien. Pour certaines personnes qui ont un peu une sensibilité intestinale, le citrate peut créer certaines réactions. Donc, si vous avez des intestins un peu fragiles, eh bien, vous pouvez plutôt aller vers du bisglycinate ou du glycérophosphate. C'est des mots un peu barbares. Waouh. C'était super intéressant. C'est précis, c'est complet, c'est dense. Je pense que Oui. beaucoup de monde appréciera de pouvoir reprendre le support, les slides, parce que Claire a bien détaillé tous ces conseils. Tout est toujours bien écrit et il y a bien les précautions qui sont notées aussi. Donc chacun pourra de façon très responsable prendre note des conseils Oui, de Claire. reprenez, effectivement. Je suis désolée, je vais vite, mais c'est pour vous en donner un maximum. Est-ce que ça fonctionne avec les eaux de type Contrex qui disent qu'il y a du magnésium à l'intérieur? Alors, je sais qu'il y a C'est débat sur Noël. cette question. Moi, je pense que les minéraux qui sont présents dans les eaux ne sont pas forcément très, très bien assimilés, là, pour le coup. Après, forcément, on peut se dire que ça passe un minimum. Moi, je trouve que c'est en tout cas pas suffisant pour remonter un taux de magnésium, parce qu'il y a du magnésium, mais il n'y a pas que ça comme minéraux dans la Contrex. Donc, Contrex, typiquement, c'est dans les eaux très minéralisées. J'aurais tendance à penser qu'elles vont beaucoup plus fatiguer en fait le corps et un peu encrasser et fatiguer les reins notamment qu'apporter des minéraux. Donc, pour moi, il faut surtout retenir que les minéraux, on les trouve dans les végétaux parce qu'ils sont sous forme vivante, donc dans l'alimentation, et que l'eau, il faut vraiment essayer de l'avoir comme en naturopathie, il y a un adage qui dit l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et pas ce qu'elle apporte. Et voilà, en gros, tout est dit avec ça. C'est bien dit ça. C'est beau, hein, c'est pas de moi, mais c'est beau. Ouais, c'est très beau.
Alexandre n'en a pas perdu une miette, je suis persuadée. Ah, je suis très intéressé. Merci beaucoup, c'est formidable. La semaine prochaine, j'allais dire demain, mais non, peut-être pas. La Pas semaine tout de suite. prochaine, on aura la chance d'avoir être au top le jour J. Donc un autre élément très important pour aller au bout de cette démarche. Et merci beaucoup, mesdames, d'avoir pu nous accompagner avec autant de brio et toutes ces informations sont importantes et seront disponibles en replay justement pour pouvoir peut-être un petit peu dégrossir tout ça au fur et à mesure, puisque ça a été très dense, c'est 1h20 passées ensemble. Je vous remercie, je vais tout de suite proposer le sondage de satisfaction, vous le savez, c'est le moyen sur Apivisio de pouvoir mesurer votre satisfaction et d'y répondre au mieux. Et puis, pour le reste, je vous souhaite, mesdames, un très bon week-end de Pâques et profitez bien de ces 3 jours qui vous sont offerts. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, Bonne journée à chocolat de Pâques, mais chocolat noir. 75, j'ai entendu. Vous voyez, j'ai suivi. Hein. Ouais, je pense qu'on est mal parti pour les œufs de Pâques, mais bon. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À la À semaine bientôt. prochaine. Au À revoir. la semaine prochaine, très certainement.